Bon, bonjour à tous. Nous sommes à la 5e séance de ce colloque consacré au centenaire des cours de civilisation française de la Sorbonne. Dans cette 5e séance, on entendra successivement le professeur Bernard Franco, directeur du cours de civilisation française de la Sorbonne, Madame Patricia Gardy, de l'Université Montpellier 3 et présidente de la DQF, et Madame Priscille Attois de l'Université de Tours. Cher Bernard, je vous donne la parole pour la première intervention. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier Jean-Louis Schist de sa participation à ce colloque et plus généralement les collègues de Paris 3 qui se sont répartis dans nos célébrations du centenaire des cours de civilisation française de la Sorbonne, puisque Jean-Louis Schist avait participé à notre cycle de conférences du centenaire sur une conférence qui a été annulée pour cause de confinement, mais nous disposons de son article qui sera publié sur 100 ans de français langue étrangère, et Valérie Spaet qui a participé hier par une communication dans la journée de notre colloque consacré à l'histoire des institutions qui ont participé à l'internationalisation du système d'enseignement supérieur français. Nous tenons beaucoup, bien sûr, à ce partenariat qui, pour l'instant, fonctionne sur deux projets, qui est le projet de numérisation des fonds d'archives dont nous avons parlé hier, et puis nos propres colloques du centenaire, puisque Jean-Louis Schist et Valérie Spaet sont membres du comité scientifique de notre colloque du centenaire, et nous avons fait l'honneur à Émilie Salubos et à moi-même d'être membres du comité scientifique de leur colloque du centenaire de l'EPPFE, et donc nous allons faire une stéréophonie de centenaire. Nous tenons beaucoup aux trois partenariats universitaires que nous avons aujourd'hui, celui avec Sorbonne Paris Nord également, qui a été évoqué hier et qui est double, puisque la Fondation Robert de Sorbonne contribue avec l'Agence universitaire de la francophonie au délit passerelle, qui attribue une formation aux migrants et aux demandeurs d'asile. Et parallèlement, nous avons recréé une formation universitaire qui offre une validation du L1 en histoire ou en lettres, selon l'option choisie par les candidats. Et puis le troisième partenariat universitaire n'est pas avec une université en particulier, mais avec la QFE, qui est présidée par Patricia Gardy. Je remercie vraiment de sa présence double dans notre colloque, puisqu'elle a parlé dans la journée consacrée à l'histoire des institutions à propos de la QFE dont elle est présidente, et aujourd'hui c'est en tant que didacticienne du FLE à l'université Paul Valéry qu'elle va parler. Alors, comme l'a dit Jean-Louis Schist, notre colloque s'organise en deux volets qui sont à la fois autonomes et complémentaires. L'un est consacré aux structures, à l'histoire des institutions, qui ont participé à l'institutionnalisation, à l'internationalisation de l'enseignement supérieur français, et porte essentiellement sur la naissance de notre institution, et il y avait tout son sens à ce que cette journée ait lieu en Sorbonne, là d'où nous venons, et plus précisément dans la salle Gare, du nom du vice-recteur qui a œuvré en 1896 à cette loi qui a abouti à la recréation de l'Université de Paris et 3 ans plus tard à la création de la Société des Amis de l'Université de Paris qui en 1919 a donné naissance au cours de civilisation française de la Sorbonne. Cette seconde journée aujourd'hui porte sur la substance de cette internationalisation, l'outil intellectuel, c'est-à-dire la didactique du français langue étrangère. C'est donc un regard porté sur le présent et l'avenir, et il y avait un sens à ce que cette journée ait lieu dans nos nouveaux locaux qui manifestent le fait que nous ouvrons une page nouvelle de l'histoire de notre institution. Il y aurait d'ailleurs une question à soulever, c'est peut-on parler de didactique du FLE à propos d'une institution qui remonte à 1919. J'ai essayé de faire quelques recherches, j'ai trouvé des traces, non pas de l'expression bien sûr, qui est beaucoup plus récente, tout le monde considère que la didactique du FLE est une discipline récente, mais sur les méthodes, les réflexions sur les méthodes d'enseignement du français, j'en ai trouvé qui remontent jusqu'à l'époque de Rousseau et de ses réflexions sur
l'origine des langues, mais surtout si on pense à l'origine de notre institution, 1919, et celle qui est portée par Paris 3 aujourd'hui. Donc le PPFE, l'école de préparation des professeurs de français à l'étranger, dont Valérie Spaet hier a rappelé ce qu'elle devait à l'action de Ferdinand Bruno, eh bien, moi j'ai trouvé une première origine peut-être dans ce qu'on appelait la méthode Marchand, du nom d'un germaniste qui s'appelait Louis-Cyprien Alix Marchand, c'est un joli nom, qui a été chargé de cours, qui a été recruté par Ferdinand Bruno et chargé de cours à l'EPPFE et qui, dès 1920, a écrit ce qu'on appelle le premier livre de français ou la méthode Dupont. Donc voilà, c'est peut-être une des origines du FLE et peut-être une idée de colloque pour l'avenir. Voilà, alors, donc, j'ai évoqué les changements hier de notre institution, les changements de locaux, le passage de locaux éclatés avec une base dans la Sorbonne, un regroupement dans le boulevard Raspail, des locaux qui avaient été hérités par la Société des Amis des Universités de Paris, de la part de l'association de la Société de la Maison des Étudiantes, qui avait été créée en 1974 et dissoute en 1983, moment où elle a cédé ce bâtiment à la Société des Amis de l'Université de Paris, et puis après, nous avons eu ce double déménagement, d'abord à la rue de Chaussure, puis ici, rue de Martignac, où nous sommes installés maintenant pour le long terme. Parallèlement à ces changements de locaux, nous avons eu aussi un changement d'organisation juridique, puisque la Société des Amis de l'Université de Paris est devenue, dès 1969 en fait, donc avant la division des Universités de Paris, Société des Amis des Universités de Paris, nous étions en avance sur notre temps, et puis cette association loi de 1901 s'est transformée en fondation reconnue d'utilité publique par un décret du 12 mai 2009, la fondation Robert de Sorbon, qui a ensuite procédé à une filialisation à la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021, une filialisation pour distinguer les activités propres à la fondation et l'activité propre du cours de civilisation française de la Sorbonne. Et en réalité, ce processus est en train de s'achever, il n'est pas entièrement achevé, puisque par un vote du conseil d'administration de notre nouvelle société, qui est une société à mission, je remercie Patricia Gardi d'être membre de notre comité à mission qui est là pour contrôler que nous opérons bien les cours de civilisation française de la Sorbonne et que nous respectons la mission dont nous a chargé la Fondation Robert de Sorbon. Et donc le conseil d'administration de notre société à mission s'est réuni le 9 novembre dernier pour procéder à un changement de dénomination sociale qui a été acté aussi par l'Assemblée générale de la société, et pour que la société s'appelle désormais Cours de civilisation française de la Sorbonne. Il y a donc une évolution, une page qui se tourne vers l'avenir, et c'est un avenir qui retrouve notre identité, puisque c'est au fond la première fois que la structure juridique portera le nom de l'établissement. Voilà, la journée d'hier a suivi un fil chronologique précis. On est parti de 1919, on a fini la journée en 2021 en tenant compte dans les investigations sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur français, de la crise récente du coronavirus et des impacts qu'elle a pu avoir. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers la discipline, vers ce que va être notre activité dans les années à venir. Je suis heureux que cette seconde journée accueille à la fois des spécialistes reconnus, des stars de la didactique FLE, les stars se reconnaîtront, mais aussi des nouveaux didacticiens, de demain, les stars de demain, ceux qui seront stars lorsque notre génération aura décidé de passer au régime totalement végétarien et de dévorer les pissenlits par la racine. Mais, entre-temps, je propose d'ouvrir cette deuxième journée du colloque et je vous remercie beaucoup de votre présence à toutes et à tous.
il y a une petite chose que je voulais dire, parce que Bernard Franco a évoqué Robert de Sorbon. Qui est Robert de Sorbon? Il y a dans les Ardennes, à quelques kilomètres de Rethel, un village qui s'appelle Sorbon. J'ai pris la plaque en photo, c'est dommage, j'aurais pu la porter effectivement aujourd'hui. Et Robert, un ecclésiastique au XIIe siècle, était effectivement originaire de ce village. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Robert de Sorbon. Il est venu à Paris, il a contribué à la fondation de ce que nous appelons aujourd'hui la Sorbonne. Voilà. Donc, pèlerinage dans les Ardennes, dès que vous pourrez. Ok, nous allons maintenant. On attend l'été. On attend l'été. En ce moment, à Charleville, le temps est. Il y a de la neige. Bon, alors, la première intervention sera celle de Patricia Gardy, qui est directrice de l'Institut universitaire d'enseignement du français langue étrangère à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. D'ailleurs, je ne sais pas, j'ai posé cette question à quelques amis. Est-ce que vous continuez d'appeler l'université Paul Valéry Montpellier 3? Bien, malheureusement, oui. Parce que... Alors qu'il n'y a plus de Montpellier 2. Oui, c'est notre identité. D'accord. Il y a quelques réfractaires qui estiment qu'il faut rester université Paul Valéry Montpellier 3, même s'il n'y a plus de Montpellier 2. Puisque l'autre université, le rassemblement de médecine, etc., s'appelle Université de Montpellier. Voilà. Et tous nos étudiants disent pourquoi Montpellier 3? C'est parce qu'on volule. Non mais je comprends très bien parce que nous, moi j'ai du mal à dire les professeurs à Sorbonne Nouvelle, toute la vie je pense j'irai à Paris 3. C'est quelque chose voilà qui est... Bon, alors, Patricia Gardy, donc elle coordonne aussi le programme d'accueil étudiant en exil de cet institut. C'est une docteure en sciences du langage. Elle intervient au Master FLE, elle enseigne également le français langue étrangère, pas seulement la didactique, et elle est membre d'une équipe de recherche EA 739 qui s'appelle DIPRALangue, et ses recherches portent sur la didactique des langues culture, l'interculturel, les TIS, les manuels, etc., et ainsi que l'enseignement du français aux migrants. J'ai d'ailleurs l'impression que le thème de l'exposé ira plutôt de ce côté-là. On est d'accord? C'est actuel. Voilà. Et le dernier élément, mais Bernard l'a rappelé à l'instant, Patricia est présidente de la DQF, c'est-à-dire l'association des directeurs des centres universitaires d'études françaises pour l'étranger, ainsi que membre du réseau Migrants dans l'enseignement supérieur. Voilà les détails biographiques absolument indispensables pour comprendre ce qui va suivre. Voilà, Patricia, je te laisse la parole. Non, mais... Donc, en effet, dans le mesure où je coordonne ce programme, je vais vous parler, de toute façon, dans la présentation de réseau Migrants dans l'enseignement supérieur, puisqu'il est à l'origine de ce DI Passerelle. En fait, on a parlé d'ici. Pardon. Ça va? Ça va là? Non. Bon. C'est bon? Oui, c'est pour l'enregistrement. D'accord, d'accord. Donc, de toute façon, je parle fort, sans micro. Donc, j'ai voulu parler de ce DU Passerelle parce que c'est un tout nouveau DU qui a une spécificité, c'est qu'en fait, il donne droit aux bourses aux étudiants qui sont inscrits dans la formation, ce qui n'a jamais existé, puisque, par principe, les diplômes universitaires ne donnent pas droit à l'octroi de bourse, c'est uniquement les étudiants inscrits en LLD. Donc, c'est déjà sa particularité, mais je dirais que celui dont je vais vous parler est celui qui a été donc, accepté par l'État en 2019, qui a accepté d'octroyer des bourses. Mais ce thème de DU Passerelle est générique et vous avez beaucoup d'universités, j'en parlerai, qui ont des programmes d'accueil pour les étudiants, comme nous d'ailleurs, puisque cette inscription en DU Passerelle est une, j'allais dire, comme une coquille administrative un peu, mais dans le programme, en fait, la majorité d'entre nous accueillons tous les étudiants, quel que soit leur statut.
Et je vais vous expliquer pourquoi je parle de ces statuts, parce que les étudiants boursiers de ce DU le sont uniquement s'ils sont statutaires. Ça veut dire s'ils ont le statut de réfugié ou de protection subsidiaire. Les étudiants en exil ne peuvent pas avoir de bourse parce que pour l'instant, ils sont en demande d'asile. Donc ça ne fonctionne pas. Et donc c'est là toute la difficulté de tous ces étudiants. Donc j'ai parlé d'une histoire du temps présent parce que on a plus ou moins toujours accueilli ponctuellement des étudiants en exil dans des universités, mais en petit nombre, sans qu'on en fasse forcément état. Et là, c'est la vague de la guerre en Syrie qui nous a amené un grand nombre d'étudiants d'un seul coup. Et il a fallu s'organiser et réagir et faire face à tout ça parce que, bien évidemment, vous avez des migrants qui arrivent sur le territoire, mais on parle beaucoup d'alphabétisation, etc., comme si la majorité des migrants étaient non lecteurs, non scripteurs, etc. Donc quand même, il y a un petit problème aussi avec les représentations qu'on peut avoir de la migration, parce qu'au milieu de ces gens, il y a beaucoup de gens qui sont diplômés et qui sont complètement mis de côté comme s'ils n'existaient pas. Et ça, c'est très gênant parce que même dans les publications des didacticiens, tout le monde s'est enfourné dans la vague de apprendre le français, l'alphabétisation, et les autres. Voilà, donc je pense que c'était important, et là, ce DU aide justement ces étudiants à reprendre le cours de leur vie et le cours de leur parcours universitaire surtout. Alors, je vais vous parler, il y aura 4 parties, mais je vais essayer évidemment de respecter mon temps. Normalement, c'est le cas, je suis une redoutable machine temporelle. Je vais d'abord vous parler très rapidement de la stratégie linguistique de la France, parce qu'il y en a une question de terminologie justement par rapport à ces différents statuts, parce que beaucoup de gens qualifient les migrants en général de réfugiés. Alors justement, ils ne sont pas réfugiés, ils sont demandeurs d'asile, et c'est ce qui change la donne de leur vie, puisque quand on est demandeur d'asile, en fait, on n'a pas droit à grand-chose, à part à être là et à attendre de peut-être un jour obtenir le statut. Quelle a été l'implication des universités dans cet accueil des étudiants en exil, et surtout quel devenir? Et là est la grande question, puisque ces DU passerelles sont financées par les universités principalement, avec des aides diverses et variées suivant le lieu, le département et la région. Donc j'ai la chance d'être en Occitanie et d'avoir la région qui abonde dans mon sens pour ce programme et qui finance une partie du programme, ce qui est super. Mais évidemment, chaque année, on se demande si on va avoir la même somme, si voilà. On a peur toujours des élections. En fait. Donc on est d'ailleurs, et à l'université, la même chose. Puisque chaque président impose son courant d'idées qui n'est pas forcément bien. Alors, ça arrive. Donc, la stratégie linguistique de la France, en fait, c'est Emmanuel Macron, le président, avait fait une annonce sur la francophonie, et dans le cadre de cette annonce, de son discours sur la francophonie, eh bien, il y avait également une série de mesures, et là, pour le coup, les choses ont évolué, puisque justement, quand les migrants arrivent sur le territoire, ils avaient donc dispensé par l'OFII qui dispatche les gens en France et ensuite organise un petit peu leur séjour sur notre territoire, au niveau de l'accueil notamment, et des cours de français. Eh bien, en fait, un député apporte l'idée, après avoir fait quand même un tour d'horizon, du fait qu'il n'y avait pas assez d'heures de formation pour tous ces gens qui arrivaient en France. Et donc, on a eu une grosse augmentation du nombre d'heures qui est passé de 250 à 400 heures. Donc déjà, on se retrouve avec des gens qui sont dans l'exil ici, mais qui peuvent avoir une formation linguistique un peu plus élaborée que la précédente, parce que estimer qu'avec un petit niveau A1, on peut vivre ici, c'est quand même de l'utopie pure et simple, puisque on le voit avec nos étudiants qui, même avec le niveau B2, rament comme des forçats à l'université. Donc là, ça a permis aussi d'aider un petit peu et d'améliorer la situation, et de même avec justement
une aide pour toutes les associations qui s'occupent de ces étudiants. Donc, je voulais en parler parce que, en fait, cette offre de cours, justement, puisque j'ai été porteuse du DU Passerelle auprès du ministère, je leur ai également souligné que lorsque nos étudiants arrivaient et qu'ils étaient inscrits dans nos programmes d'accueil, donc je parle des demandeurs d'asile, il serait bon qu'ils ne soient pas obligés d'aller à ces cours-là, dans la mesure où notre formation universitaire est quand même de meilleure qualité, parce que c'était un peu en concurrence en fait, et quand les étudiants recevaient leur papier d'obligation de cours, ils étaient obligés de partir de nos propres cours de l'université. Donc j'ai dit, à un moment, il faut s'organiser, être cohérent dans l'offre. Donc là, maintenant, je pense que c'est entendu et que nos étudiants n'auront plus à partir pour avoir des cours dans des associations, mais pourront rester dans nos DUEF. Mais il faut travailler, il faut travailler au corps, pour arriver à faire comprendre notre mode de fonctionnement. Je pense que le panorama n'a pas encore été très clair sur l'offre en France des cours de français langue étrangère, français langue d'intégration pour les étudiants. Alors je vais rapidement parler de terminologie parce que déjà au niveau du droit international, l'association d'étudiants réfugiés n'existe pas. On est réfugié, mais étudiants réfugiés, c'est un terme qui n'existe pas. Donc on a uniquement l'article 28 de la Convention des droits de l'enfant qui note que on peut avoir accès à l'enseignement supérieur, mais il n'y a pas de contrainte de l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas obligation d'envoyer les gens à l'université quand ils viennent en exil chez nous. Donc c'est tout à fait aléatoire. Et justement, c'est le problème, c'est-à-dire que là vous avez trois statuts principaux. Le demandeur d'asile, il arrive en France, il fait une demande d'asile pour faire reconnaître son statut de réfugié ou de protection subsidiaire, et en attendant cette acceptation, il loge dans un CADA, ça veut dire un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est le cas de beaucoup de nos étudiants, donc vous vous imaginez que le lieu n'est pas idéal pour travailler pour l'université, et donc ils obtiennent un droit de rester sur le territoire en attendant l'avancement de la procédure. Donc évidemment, ils disent que la procédure peut s'étendre jusqu'à 6 mois. Ça, c'est ce qui est écrit sur le papier, mais moi j'ai des étudiants qui attendent depuis plus d'1 an, et même 1 an et demi, puisque avec le Covid, tout a été retardé, et il y a eu une prolongation incroyable de ces étudiants qui attendent d'obtenir leur statut. Alors, le deuxième statut, et celui-là permet l'octroi des bourses, c'est être sous protection subsidiaire. Ça veut dire qu'on a estimé que vous ne pouvez pas être réfugié parce que finalement la situation est grave, pas si grave que ça. Donc vous voyez, en fait on est protection subsidiaire quand on voit qu'on peut peut-être mourir ou être exécuté, ou peut-être même torturé, ou alors voilà, avec des menaces. Mais cette situation-là ne permet pas d'être réfugié. Pourquoi ? Parce que cette situation est peut-être simplement temporaire. C'est-à-dire que le conflit va peut-être s'arrêter, et donc vous allez pouvoir retourner dans votre pays. Donc être réfugié pendant 10 ans, c'est pas forcément une nécessité, car la situation est peut-être temporaire. Donc là, en fait, on a ce statut pendant 1 an, et c'est renouvelable en fonction de la situation dans le pays. Alors c'est souvent le cas de nos étudiants vénézuéliens. Pour certains, si la situation s'améliore, ils ne retourneront pas, on sait. C'est souvent politique, donc ils risquent gros. Et le dernier statut, c'est être réfugié. Alors pour eux, c'est vraiment le César. Je peux vous dire qu'ils dès qu'ils ont cette petite carte, ils viennent dans mon bureau montrer que ça y est, ils sont réfugiés, parce que pour eux, c'est... Et pour moi, c'est super parce que ça me permet de les intégrer ensuite dans le DU Passerelle et qu'ils deviennent boursiers. C'est aussi ça qui est super. C'est que c'est une grande aide pour eux parce qu'ils n'auront pas essayé de faire des petits boulots à droite et à gauche pour survivre. Et là, le statut de réfugié, il est pour 10 ans. Donc ça, c'est le panorama. Donc les programmes d'accueil reçoivent tous ces étudiants, tous statuts confondus. Et ensuite, on a le DU Passerelle spécifique qui peut être juste une inscription administrative si on accueille tout le monde dans le même programme, et pour certains, c'est vraiment un programme spécifique, voilà, pour les réfugiés et les protections subsidiaires. Donc là, il faut comprendre un peu ça. Alors, quelle implication des universités? Donc évidemment, les universités
se sont retrouvés avec une arrivée, un flot d'étudiants qu'il fallait essayer de gérer au mieux. Alors, la CPU a dit université solidaire, ok, responsable aussi, mais en rappelant quand même que c'était à l'État de gérer un petit peu et qu'il ne pouvait pas tout faire. Donc, je vous résume ce qui est sur la partie droite de mon écran, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, vu la situation alarmante, il fallait voilà, donner une réponse qu'ils accueillaient, mais souvent temporairement, parce que évidemment, toutes les universités n'ont pas les finances. Hein, donc, mais je pense que là, il y a une vraie mobilisation et je pense que c'est à l'honneur de l'université parce que là, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de programmes qui se sont ouverts et ça, c'est quand même une belle image. Surtout compte tenu de la situation actuelle et ce qu'on entend parfois qui pique un peu les oreilles en ce moment avec les élections. Alors, le dispositif d'accueil, en fait, des étudiants en exil, il y a eu dès 2010 des programmes qui se sont ouverts un peu partout. Donc, j'ai mis les universités parisiennes parce qu'elles se sont regroupées et elles accueillent toutes sur site des programmes. Et les universités de province, parce que certaines ont très tôt également ouvert, j'ai été obligée de mettre de province, parce qu'il y a une différence entre Paris et la province, parce que Paris, en fait, accueille vraiment un grand nombre de migrants qui sont répartis entre les universités et pas forcément même les mêmes nationalités. Et en province, après, ils sont un peu dispatchés sur le territoire, puisque certains, nous, se retrouvent presque dans les Cévennes, au milieu des bois, là. Ils ne risquent pas de faire grand mal, je vous le dis, puisqu'il n'y a aucun moyen de circulation de transport. Donc il y a vraiment des centres d'accueil qui sont vraiment éloignés de tout, c'est pour ramasser les champignons. Hein. Donc c'est un choix, hein, mais vous voulez, après ils viennent me voir et ils disent on aimerait bien aller en ville. J'ai dit je vous comprends, on va essayer de faire quelque chose. Donc on a un petit village là, Saint-Rosy-de-Putois, c'est vraiment. Et là vous avez un petit centre d'accueil perdu, mais je me dis, et c'était le démantèlement de la jungle de Calais. Alors mes pauvres étudiants soudanais se sont retrouvés là-bas, ils sont venus, ils m'ont dit, c'est un peu bizarre, je me suis dit, c'est la France profonde. Donc c'est pour ça que mon province, j'y tenais, parce que pour certains étudiants qui viennent de capitale, dans leur pays d'origine, ils découvrent une France inconnue. Hein, puisque la représentation de la France, c'est beaucoup Paris, mais là, on est très très loin de Paris, mais vraiment très très loin. Là, on est au milieu des sangliers. Alors, dans ces universités de province, il y a eu évidemment très tôt Grenoble, Strasbourg, Lille avec les migrants évidemment. Nous, à Paul Valéry, dès 2015, on a ouvert un programme et ensuite, ça a été la multiplication des petits pains. Donc vous voyez la carte de France qui là, en fait, va s'agrandir parce que j'ai expertisé plusieurs programmes supplémentaires. Et là, vous voyez le nombre d'accueils d'étudiants. Alors pour Montpellier, en fait, on en est à plus, puisqu'on en accueille 60 par semestre, ce qui fait en fait 120 étudiants, puisque ça tourne. Donc vous voyez qu'il y a une grande mobilisation, et ça, c'est vraiment, voilà, c'est super. Alors, cette mobilisation, en fait, elle s'est concrétisée grâce au réseau migrants dans l'enseignement supérieur. Il y a eu un premier séminaire en 2016 avec plusieurs universités françaises. En 2017 a eu lieu le séminaire avec les universités face aux défis migratoires parce qu'il fallait essayer de s'organiser. Et en fait, immédiatement, on a créé ce groupe Migrants dans l'enseignement supérieur avec le soutien de la CPU, hein, le président et le président. Et en 2020, on vient de passer en statut associatif pour une raison très simple, c'est que là maintenant, on a une quarantaine d'universités. Et l'objectif, étant donné que nos programmes sont des programmes qui ne sont pas pérennes à cause des finances, c'est en tant qu'association de pouvoir répondre à des appels à projets pour des financements et aider toutes les universités qui ont des programmes. Redistribuer ensuite l'argent à toutes les universités qui ont des programmes. Donc là, on est en train de répondre à un appel famille pour justement essayer de financer l'ensemble de ces programmes. Donc là, moi, je fais partie du bureau de cette association et je suis porteuse en fait du DU Passerelle et j'expertise tous les DU Passerelles qu'on propose. Donc,
pour être ensuite validé par le ministère, puisqu'on a des rendez-vous réguliers. Il a fallu avoir le rendez-vous pour leur présenter déjà la maquette cadre. Je vais vous parler de ça. Et bon, on a été persuasifs, puisqu'ils nous ont entendus. Donc, ce groupe rassemble des universités, mais on a aussi des écoles, la Sciences Po, il y a plusieurs écoles. Évidemment, le CNUS et le CRUS, parce que ce sont eux qui versent les bourses. Donc, il fallait qu'ils soient vraiment partenaires. Il y a le Collège de France, évidemment, avec le dispositif POSE pour les chercheurs. Et on a l'AUF, je vais vous en parler. Éric Nari, d'ailleurs j'ai écrit ENIC, je me suis trompée. Éric Nari, qui est donc la reconnaissance des diplômes, l'organisme qui. Parce que là aussi on a besoin de ça. Et après divers acteurs associatifs comme le réseau, qui est donc les étudiants vraiment super motivés de ce réseau, qui est une grande aide et qui propose beaucoup de choses vraiment au niveau de l'accueil des migrants. Alors le réseau, donc le but évidemment c'est de mieux intégrer les étudiants dans la société, et surtout de faire partir d'un réseau sur la migration, c'est la raison pour laquelle maintenant on a de la force. Partager les bonnes pratiques, parce que j'ai fait beaucoup de webinaires où on a échangé sur comment créer un DU passerelle, etc. Donc ça a été vraiment une belle expérience pour moi en tout cas. Être la voix des universités, parce qu'évidemment dès qu'il y a un souci, on va chouiner le ministère pour dire qu'il y a un problème. Et puis surtout changer le regard des gens sur les migrants, parce que là on est vraiment dans une société qui se cristallise, et c'est un peu malheureux je trouve. Et puis travailler avec d'autres universités, parce que je le disais hier, Bernard Rier, je disais même nos équipes de recherche, on dirait des bulles, là, comme quand on est enfant, qu'il y a des petites bulles qui volent, mais les gens ont du mal à travailler ensemble. C'est chacun sa chapelle, et il y a un moment où, quand on est face à des défis, on essaie de se rassembler. Quand vous travaillez ensemble, on arrive à quand même des choses plus intéressantes. Donc, pour vous montrer quand même l'importance de ce travail, c'est qu'il y a eu en tout, en 2020-2021, parce qu'en fait, je travaillais avec... alors, je ne vais pas te tromper de prénom parce que je connais les deux frères, et je ne vais pas dire le prénom, Monsieur Rumégas, parce que je les confonds tous les deux. En fait, il nous a donné les chiffres du nombre d'étudiants donc réfugiés avec bourse. Il y en a eu 3630 donc cette année. Et alors, ville passerelle compris, c'est-à-dire tous ceux qu'on a pu intégrer à l'université après nos programmes et ensuite dans le DU passerelle. Donc voilà, c'est 3000 étudiants qui sont aidés. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'on ne donne pas les chiffres. Voilà, ben ça c'est une... De temps en temps, il faut aussi donner les chiffres. Et alors, évidemment, j'arrive à l'ACTUF, parce que l'ACTUF est à la base de la création de ce DU passerelle, tout simplement parce que les DU passerelles ont été créés, la maquette. Donc en fait, on a eu un groupe DU passerelles au sein du réseau MEPS, avec mes collègues de l'ACTUF et d'autres collègues qui n'étaient pas de l'ACTUF. Et en fait, on a mis en place cette maquette, et cette maquette, toute la partie linguistique, repose sur les DUF proposés par l'ACTUF. Et ensuite, toute une partie, je vous montrerai tout à l'heure, vraiment dédiée pour les étudiants. Donc, pourquoi une histoire du temps présent? Parce que justement, je le disais hier, l'ACTUF a toujours su s'adapter, non seulement à l'évolution de la didactique en proposant des colloques avec vraiment tout ce qui était les sujets majeurs de l'ère du temps, mais en plus de ça, à s'impliquer dans la vie des universités, et ça a été le cas avec le DU passerelle. Donc je pense que l'association pour ça a un rôle très important, et là c'est vraiment super qu'il y ait eu ce travail par les didacticiens de l'ACTUF notamment, puisque on a été plus que force de proposition dans ce projet. Alors Campus France nous a évidemment soutenu dans le sens où il a vraiment présenté, l'organisme a vraiment présenté tout ce que les universités faisaient au niveau de ce DU passerelle, et vous pourrez aller voir, ils ont fait un beau dossier en fait sur le DU passerelle. Alors là, à cette rentrée, on était 33, mais on va être encore plus parce qu'il y en a plusieurs qui vont ouvrir en fait des niveaux supplémentaires, qui m'ont déjà dit qu'à l'appel du mois d'avril-mai, quand je vais à nouveau lancer l'appel, il y aurait des créations de DU supplémentaires et l'ouverture de niveaux supplémentaires. Donc c'est vraiment formidable. Donc là, on va avoir plus d'étudiants qui pourront être inscrits dans ces formations.
Et bien entendu, il faut que tout ça se pérennise. Parce que n'oubliez pas que l'État finance quand même avec les bourses. Hein. Donc, il faut que le Covid s'arrête pour que les finances permettent de continuer à donner nos formations. Parce que je vous rappelle que l'argent, pour l'instant, coule à flot et risque de moins couler pour nous. Donc, la situation actuelle, en fait, c'est les étudiants en exil, donc, sont accueillis dans les universités, dans les programmes d'accueil. Ils suivent des cours qui leur sont dédiés dans les DUEF. Donc, la majorité des universités intègrent les demandeurs d'asile dans les DUEF. Et s'ils ont les finances, ces étudiants peuvent participer aux activités dédiées que l'on ouvre pour les DU passerelles. Donc, nous, comme on a pu avoir un financement région, tous nos étudiants suivent en fait le programme DU passerelles, même s'ils ne sont pas beaucoup. Comme ça, il y a un vrai accompagnement. Donc, mais il faut avoir les finances, bien évidemment. Et donc là, on les place dans les DUF. Nous avons fait le choix, qui est un choix aussi économique, hein, mais surtout un choix d'intégration parce qu'on a voulu la mixité. C'est que tous nos étudiants, DU passerelles y compris, tous statuts confondus, sont mélangés aux internationaux. Et ensuite, ont des activités spécifiques. Personne ne sait qu'ils sont étudiants en exil. Et ensuite, on les soutient avec des cours de soutien, etc. Mais pour qu'ils aient la sensation d'être comme les autres. Parce qu'au bout d'un moment, vous portez quand même votre statut ou non-statut sur le dos. Hein. Donc, même par rapport à la société, donc c'est bien de se retrouver étudiant, tout simplement. Donc là, pour nous, ils sont étudiants. Pas d'étiquette. Et donc, on les accepte. Alors, à l'université, c'est moi qui ai fait le choix de les accueillir du A1 au C2. Il n'y a que le DU passerelle qui s'arrête en C1. Comme ça, ils ont une formation parfaite pour rentrer ensuite à l'université. Mais certaines universités décident de les prendre comme B1. Bon, toujours à cause du financement. Hein. Là, pour l'instant, ils ont accepté mes choix, mais rien ne dit qu'un jour, ils ne vont pas me dire stop. Évidemment, validation de chaque DUF par semestre. Et ensuite, on les envoie dans les différentes filières qu'ils ont choisies. Donc, évidemment, le but a été de faire reconnaître ce DU avec octroi de bourse. Donc, le ministère a accepté cela parce qu'on a été vraiment bon pour les persuader, parce qu'on a dit que, comme là, toujours, on entend, oui, mais il faut qu'ils s'intègrent. Ben oui. Quelle meilleure intégration que de pouvoir apprendre le français, faire des études en France, être diplômé, après travailler. Je pense qu'il n'y a pas meilleure voie d'intégration. Donc là, ça a vraiment été accepté, d'autant plus qu'on a une grosse partie socioculturelle. Donc, je vous montre en fait le format. Donc, ça, c'est la maquette cadre. La maquette cadre, elle a toute une partie qui est donc, vous voyez, alors ça, c'est pour le A1. Mais je vais vous le montrer pour chaque niveau. Par contre, est-ce que vous pouvez me dire le temps qui me reste parce que moi, je vais te le dire. Combien? 5 minutes. Ah, mais c'est super. Non, mais moi, je prépare avant, monsieur. Sachez-le. Je respecte mon temps. Non, mais c'est parfait. Non, parce que je voyais qu'il n'y avait pas d'heure sur l'ordinateur. Donc, d'habitude... je regarde ça. Donc là, en fait, vous avez toute une partie donc, linguistique et on a mis une fourchette d'heures, en fait, afin que les centres universitaires puissent intégrer les étudiants dans leur DUF, même s'il y avait des petits décalages d'heures. D'habitude, on a tous une maquette à peu près similaire, mais certains centres peuvent avoir une petite différence. Donc on a mis une fourchette pour être sûr que les choses allaient pouvoir s'intégrer. Et après, la partie qui est très importante pour nous, c'est ce qu'on appelle l'UE5, hein, c'est toutes les activités culturelles sportives, on a appelé ça associatives et citoyennes, vers l'orientation et aussi l'intégration à la communauté universitaire, et ça c'est une 50aine d'heures. Donc là, chaque université crée son programme. Donc nous, on a eu la chance de pouvoir travailler, moi j'aime bien travailler en collaboration, je n'aime pas être sur mon île. Donc, avec le Master FLE, les Master FLE viennent donner des cours de conversation
3 fois par semaine à nos étudiants. Certains, pour les former, je leur ai dit, hop hop, le stage de français langue étrangère à l'Institut pour donner des cours de soutien linguistique, puisqu'on leur donne des cours de soutien linguistique supplémentaires, parce que même s'ils ont suivi des études dans leur pays, vous savez que psychologiquement il y a quand même un blocage et que quelquefois l'accès à l'écrit n'est pas si facile que ça, et qu'il faut vraiment un temps d'adaptation pour lever les barrières psychologiques, tout simplement, parce que tout n'est pas facile. Ils ont tous peur de perdre leur langue. Perdre leur langue, c'est perdre leur famille, c'est perdre... Il y en a qui m'ont dit, mais on a peur de... Ben oui, mais vous n'allez pas la perdre, alors... Mais bon, de longues conversations permettent d'arriver quand même à... Mais c'est pas tout de suite, il faut un temps. Et donc, avec l'université, bon, la Covid, on n'a pas pu, mais j'ai travaillé avec donc le SUAPS, qui est le service des sports, qui a été super parce qu'on a monté un week-end d'intégration qui est reporté en septembre, où on va pouvoir les amener dans un gîte, justement dans les Cévennes, là, grimper un peu dans la montagne, pour essayer de se retrouver, de faire des activités sympas. Moi, j'ai réussi à avoir une convention avec l'opéra, donc ils peuvent aller voir des spectacles, on leur présentera les métiers de l'opéra, etc. Donc, moi, j'ai essayé de faire des conventions avec les lieux culturels de la ville. Bien évidemment, ça demande du temps, en dehors des heures de travail, parce qu'autrement, on ne fait rien. Donc, mais ça marche, vraiment, je pense que les gens sont ouverts, et en montant des conventions comme ça, avec le centre d'orientation aussi, là, je vais essayer de leur faire des petites initiations, CV, pour les niveaux forts. Et on a surtout, alors je vais passer, vous voyez le niveau A2, on a toujours nos compétences linguistiques avec la partie donc, qui reste la même, la partie UE5, et les heures évidemment augmentent dès qu'on passe en B1, parce qu'en B1 en plus on a des options, et nous avons rajouté les cours de méthodologie universitaire en initiation au B1, en B2 un peu plus approfondi, pour commencer à les former à l'entrée à l'université. Et avec, dans les cours complémentaires, vous voyez ici qu'on a cours de culture et société, et des enseignants de l'université interviennent, viennent donner des cours d'histoire, des cours de psychologie culturelle. Il y a vraiment tout un programme dédié, avec, bon, moi je leur donne les cours de laïcité, avec les différentes caricatures que vous connaissez, diverses et variées. Ils écrivent beaucoup, ça se passe très bien. Le message passe bien. Donc, quand on fait les choses correctement, je pense que tout est possible. Et ils ont évidemment des options de littérature, donc toute une partie très culturelle, parce que je leur dis, n'oubliez pas que nous, on a notre imaginaire collectif, et tant que vous ne le partagez pas, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. Donc, les implicites culturels, en France, ça existe. Donc, ils se retrouvent souvent face à ça. Et évidemment, plus ils montent en niveau, plus on leur donne des activités un peu plus compliquées, au niveau de ces cours. Alors, j'ai fait baliser, en fait, pour l'ensemble de l'Institut, le jeudi après-midi. Aucun étudiant de l'Institut n'a cours, parce que j'ai voulu garder ce jeudi après-midi dédié pour nos étudiants en exil, qui ont tout leur programme le jeudi après-midi, avec en plus les cours de conversation répartis dans la semaine. Bon, ça demande une organisation, mais ça marche. Donc là, en B2, la même chose. Donc vous voyez que là encore, vous avez... des cours, donc là, je suis en pourparlers avec les composantes parce que je voudrais qu'elles accueillent en leur sein des étudiants en exil qui sont au niveau B2 pour qu'ils puissent découvrir les cours de l'université et donc entrer en composante pour celle de leur choix futur. Donc là, je vais présenter ça au Conseil des composantes en rentrant. On va voir normalement. Je ne leur permets pas de ne pas accepter, donc ça devrait fonctionner. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a un problème de place. En fait, donc dans les TD, c'est pas évident, tout n'est pas, voilà. Et là, toutes les maquettes que je vous montre sont celles qui ont été acceptées par l'État et que toutes les universités ont mises en place, avec quelquefois des petites variations évidemment locales, mais finalement très peu. Tout le monde a été formidable, avec respect. Il y en a qui ont même modifié leur contenu de cours pour respecter la maquette. Parce que l'objectif, c'était qu'il y ait de l'équité entre les étudiants sur le territoire, et c'est à la fois équité et éthique, ce sont les deux. Donc,
il ne fallait pas faire... Les DU sont des DU par université. Normalement, les contenus sont différents d'un DU à l'autre, d'une université à l'autre. Là, le but, c'était que les étudiants de Paris ou de Montpellier aient la même formation et qu'il n'y ait pas des formations à plusieurs vitesses. Là, tout le monde a le même cadre. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a vraiment une unité sur le territoire pour l'offre. Alors, j'ai rajouté également le C1, ça y est, vous voulez voir la diapo? C'est la fin. C'est la fin, parce que le niveau du CERF, tout le monde les connaît. Et en fait, c'était le devenir. Donc là, ça se résume à quelques minutes, parce qu'évidemment, notre devenir, c'est répondre aux appels à projets. C'est donc le projet M, qui est soutenu par Mme Suzanne-Wiener, qui s'arrête cette année, qui va être repris par le réseau migrant dans l'enseignement supérieur, parce qu'elle ne va plus le porter, donc on va le porter, ça s'appellera M+, on espère que ça va fonctionner parce qu'on en a besoin. L'actuel contribuait également à l'aide de ces programmes, la contribution des établissements, le financement des régions, je n'ai pas voulu faire de l'ironie, mais c'est de certaines régions, parce que beaucoup de régions ne financent absolument pas. Et après, vous avez des financements privés. Comme là, certains hier, justement, ma collègue disait qu'il y avait la fondation de Sorbonne qui participait aussi à ça. Et puis, vous avez à Pau, il y a eu un appel qui était donc privé, qui était total. Donc, moi, je l'ai dit à tout le monde là, quand j'ai fait le webinaire, il faut absolument faire un maillage territorial. Et une fois que vous vous faites connaître dans la cité, entre guillemets, eh bien, il faut demander à la métropole, demander à la région, et il y a possibilité justement de se faire soutenir, au moins pour la partie activité culturelle. Mais par contre, c'est un travail qui essouffle. Parce que je tiens à saluer tous les porteurs dans chaque université, parce que souvent, ce sont des êtres seuls. Alors, il y a quelquefois l'équipe qui a aidé pour la mise en place des DU, mais après, pour la bonne marche du programme, quelquefois, voilà, il y a peu de personnes au rendez-vous, souvent sans aucune rémunération, on le fait pour la gloire. Donc, au bout d'un moment, même la gloire soumet à l'épuisement. Et je terminerai par une note très positive. Là, c'était toutes les nationalités que nous avons accueillies à Montpellier. C'était pour vous montrer la différence entre le début de notre programme en 2015, où on avait 72% de Syriens accueillis, et le monde qui change avec des conflits un peu partout. Regardez maintenant le mélange des nationalités. Finalement, on a maintenant 26% de Syriens en général et 20% de Vénézuéliens, parce que c'est les Vénézuéliens qui arrivent, avec les Soudanais notamment. Et en ce qui concerne le DU Passerelle, mais je suis en train de préparer une communication justement là-dessus, sur la réussite des étudiants dans le DU. Dans le DU Passerelle, qui donne droit aux bourses, on a 80% de réussite des étudiants, et les étudiants ont tous intégré la filière de leur choix et ont été acceptés à l'université, ou ont pu trouver du travail parce qu'ils avaient atteint le niveau de langue requis, et comme ils étaient déjà diplômés, ils ont pu intégrer des filières informatiques, etc. Donc, ou alors poursuivre leur master, qui peut être une partie en français, une partie en anglais. Donc on est très content parce que c'est très positif. Donc ça a été une mobilisation générale, mais une mobilisation encourageante. Et c'est ce qui permet de finalement, quelquefois, quand tout d'un coup on est un peu dans le brouillard, là, de se dire non, mais ce qu'on fait c'est bien, ça marche. Voilà. J'ai il y a de la place, mais pas beaucoup, pour quelques questions. Juste une précision. Quand tu dis 33 DU Passerelle, c'est le même DU. On est bien d'accord. Oui, les DU Passerelle, c'est le DU Passerelle étudiant en exil avec octroi de bourse. Parce que certaines universités, et là il y en a 33 sur toute la France, et il y en aura plus l'année prochaine. Mais vous avez, en plus de ces DU Passerelle étudiants, des programmes d'accueil qui intègrent les demandeurs d'asile. Mais ils ne s'appellent pas DU Passerelle. Certains leur ont donné le même nom, c'est une erreur parce que ça fait la confusion. Et ça, c'est le souci. Certaines universités les ont appelés DU Passerelle, et du coup, les étudiants, les pauvres, pensent après qu'ils vont avoir droit aux bourses. Non,
Parce que les boursiers, ce sont seulement les réfugiés et les protections subsidiaires. Mais par contre, les programmes d'accueil existent bien avant 2019, puisque nous, ça a commencé en 2015, et offrent des cours, etc. Mais là, il y a une grande structuration avec inscription dans les DUF, ils sortent diplômés. Donc, c'est pas quelques heures de fleu comme ça, voilà, au coin d'une salle. C'est vraiment 15 heures de cours, entre 15 et 20 heures de cours par semaine. Nous, ils ont beaucoup d'heures de cours, hein. Je peux vous dire qu'ils sont bien formés. Hein. Donc, oui. Oui, c'est une question. Vous avez des informations sur les filières dans lesquelles ils intègrent après votre DU. Vous l'avez mentionné brièvement à la fin, mais quel type de filière, par exemple, sont plus choisis que d'autres? Alors, nous, beaucoup d'étudiants... alors, en fait, ça dépend du lieu d'origine. Donc, on a eu un certain nombre, par exemple, d'avocats iraniens. Eux, ce qu'ils veulent, alors il n'y a pas de convention avec l'État en ce qui concerne les diplômes des avocats iraniens, donc ils sont obligés de passer un diplôme supplémentaire si après ils veulent rejoindre leur statut d'avocat, donc ils vont essayer de travailler dans le domaine juridique, donc eux, ils vont rejoindre plutôt la fac de droit. On a beaucoup de professions médicales, médecins, etc., surtout venant de Syrie, qui eux doivent passer un diplôme, qui s'appelle passerelle aussi d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas d'équivalence, pour réintégrer l'hôpital. Et là, j'ai eu le plaisir de voir certains de mes étudiants à l'hôpital, médecins, ça y est. Donc, un peu de source, par exemple, pour intégrer oui. Oui, on fait du fausse parce que moi, pendant des années, c'est ce que je faisais. Donc, en fait, on essaie de leur donner le vocabulaire requis. Et là, je vais essayer de monter, en fait, en ligne, une formation de français sur objectif universitaire, mais avec fausse, en fait. Un mélange des deux pour qu'ils puissent intégrer les différentes filières. Et au niveau national, vous avez c'est trop récent? Oui, là c'est encore trop récent. On va essayer justement de faire des statistiques avec la QF. Là, globalement, nous, on a des gens qui vont en sciences, des gens qui vont en lettres, pas mal de prothésistes dentaires. On a fait rire dans mon livre, on a eu un nom. Mais qu'est-ce que vous avez avec le dent? Prothésistes dentaires, je ne sais pas pourquoi, donc ils intègrent là encore le... On a eu vraiment des profils très très variés. Hein. Et après, vous avez des jeunes qui n'avaient pas encore commencé leurs études, donc eux, ils veulent suivre tout ce qui est géopolitique, travail sur l'urbanisme, architecture. Donc à Montpellier, on a les Beaux-Arts, l'école d'architecture. En fait, on a la chance à Montpellier de tout avoir au niveau des universités. Donc c'est facile pour nous après de téléphoner, d'essayer de voir si on peut les accepter dans les filières. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut communiquer aussi avec les autres pour réussir. Hein. Et beaucoup vont en sciences et en biologie. Donc on a vraiment un grand panorama. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation, c'était super. J'ai beaucoup appris et vous avez parlé un petit peu de représentation. Je vois déjà que les représentations elles ne sont pas du tout d'accord avec la réalité. Même si je vis dans un environnement universitaire, je me demandais s'il y a des actions pour justement changer les représentations que nous avons des migrants à l'université avec les autres étudiants français. Internationaux, etc. Est-ce qu'il y a des alors, en plus, ça, moi, ma thèse, elle est sur les représentations interculturelles. Alors, je peux vous dire que j'essaie de faire changer les représentations, mais là, on a été interdit de rassemblement avec le Covid, mais justement, on utilise très souvent la fête de la francophonie pour faire découvrir à la communauté universitaire les étudiants, avec justement des échanges, et surtout de la part des étudiants aussi pouvoir parler de leur pays, d'eux-mêmes, de leur... Voilà, moi je suis une gastronome, pas en culotte courte, et alors je trouve l'excuse des plats internationaux à partager, et vraiment, alors là c'était pas possible avec le Covid, mais ça c'est une réussite totale, parce que chacun fait avec plaisir, d'ailleurs j'y ai le droit personnellement dans mon bureau, c'est une épicerie du monde. Donc je peux manger des gâteaux toute la journée, de tous les pays du monde, parce que j'ai un placard stock. Où on m'offre sans arrêt des gâteaux, etc. Et je leur dis, bon, et l'abonnement de sport va avec parce que là, c'est pas possible. Hein. Donc ils sont tous très généreux et très heureux de nous faire découvrir leur culture. Certains sont des artistes.
Donc là, on a fait par exemple un book photo et qui a été gagné par un de nos étudiants syriens qui était ancien journaliste dans son pays, avec des photos magnifiques qui ont été, on les a fait encadrer et elles décorent tous les murs de l'Institut. Donc, donc tous les étudiants peuvent venir voir ça parce que c'est une photo aussi de tous les pays de nos étudiants. Donc on essaie vraiment de changer le regard et surtout de sensibiliser les autres étudiants parce que les étudiants sont quand même dans leur bulle. Et je pense que c'est vraiment important de leur montrer qu'ils ont des camarades pas loin. Parce que nous, on a la chance d'avoir un bâtiment dédié, donc c'est facile de nous rencontrer. Parce que l'Institut, c'est en plein centre de l'université, on a notre bâtiment, donc pour voir nos étudiants, on sait où on est. Donc la localisation est vraiment très bonne. Donc on essaie d'organiser des choses pour faire changer tout ça. Merci. Voilà. Et je me tais, c'est ça? Eux d'abord. Merci beaucoup, Patricia, pour cet exposé. Je voulais dire aussi qu'il y avait aussi des possibilités de faire un service civique qui est en liaison. Oui. Il y a des étudiants qui acceptent de faire du pause, qui sont autonomes dans leur cursus, et vont faire ces, je rencontre, ça fait partie du 5. Et j'ai du service civique qui était en master qui a accepté de faire une pause pour se pencher sur l'interculturel. Oui, ça marche très bien. Et on a aussi des étudiants réfugiés qui deviennent service civique. Ça, c'est vraiment formidable. Ça, c'est formidable. On en a eu plusieurs dans les universités qui ont pu devenir service civique. Parce que nous n'avons qu'une demi-heure de retard. Non, vas-y. achève son exposé sur les suppléments et donc la difficulté à venir parce que autant les investisseurs sont investis au moment de la création, autant le fait de faire servir c'est un peu compliqué et nous à l'université Sorbonne Nouvelle on est exactement à ce point-là où la personne qui a monté le DU est épuisée et on a du mal à trouver quelqu'un qui prend Ah oui, bon, ils ont peur que je tombe malade, je veux dire. Merci à tous. Merci, oui. Bien, nous allons maintenant écouter l'intervention de Priscille Latois, qui est de l'université de Tours, qui, je pense, vient d'obtenir un doctorat en sciences du langage. Ça doit se jouer à quelques jours. Puisque je vois que c'est novembre 2021. Félicitations. Ouais. Et donc, vous êtes membre associé de l'équipe de recherche d'INADIV, voilà, et vos centres d'intérêt portent sur l'insécurité linguistique, les variations de langue, le bi et le plurilinguisme, etc. Et là, je pense que vous allez nous proposer une étude de cas autour de l'île Maurice. Voilà. Et d'ailleurs, l'île Maurice, qui ne doit pas vous être étrangère, puisque votre communication s'appelle « Regard sur l'évolution du français en francophonie. Je me suis construit par le biais du français, mais ce n'est pas ma langue. Le cas d'apprenant mauricien. » Voilà, Madame Latois, vous avez la parole. Merci, Monsieur Schiss. Alors, après les Ardennes et Calais, je vous emmène à l'île Maurice. Belle transition dans ce temps pluvieux à Paris. Alors, je vais vous parler donc des regards sur l'évolution de l'apprentissage du français en francophonie, mais j'ai enlevé, enfin pour des besoins de temps, en 20 minutes, j'ai enlevé la partie « Je me suis construit par le biais du français », mais ce n'est pas ma langue, je me concentrerai que sur la partie évolution de l'apprentissage et de quelques apprenants mauriciens. Alors, cette communication, elle propose de rendre compte des principaux jalons de l'évolution de l'enseignement-apprentissage du français à l'île Maurice, qui est mon pays d'origine, depuis un demi-siècle, soit en partant des années 1960, ce qui correspond, ce qui est intéressant aussi à la période de l'indépendance de l'île, puisqu'il faut savoir que l'île Maurice est indépendante depuis 1968.
Alors, quelques chercheurs mauriciens comme Chimiermont et Radatier-Vassel se sont intéressés au système éducatif et à l'enseignement du français à Maurice. Mais très peu de chercheurs se sont penchés sur l'évolution de l'apprentissage du français dans cette partie de la francophonie, je ne dirais pas périphérique, j'aime pas vraiment ce terme, mais pluriel. Je trouve ça plus joli de parler de francophonie plurielle plutôt que francophonie périphérique. Et comme je disais, donc, il existe peu de documentation à ce sujet. Cette thématique, elle est d'autant plus intéressante dans la mesure où la langue française a un statut de langue maternelle pour certains et de langue seconde pour d'autres. Que j'avais évoqué hier, pour ceux qui étaient là, on avait parlé des certifications d'ELF. J'avais évoqué ce statut de langue maternelle et de langue seconde. Mais la langue française ne peut en aucun cas être considérée comme une langue étrangère à l'île Maurice puisqu'elle est omniprésente par le biais des médias, dans le paysage audiovisuel, dans la presse, les messages publicitaires, etc. J'ai donc décidé de travailler à partir d'une enquête qualitative auprès d'une douzaine d'entretiens et de récits de vie d'enseignants de français qui sont âgés entre... donc la tranche d'âge, elle va de 32 à 72 ans. Il y a des 10 femmes que j'ai interrogées donc, en visio par téléphone. 10 femmes et 2 hommes choisis donc vraiment au sein de mon réseau social et professionnel. Et j'ai donc tenté de dresser un panorama vraiment très, très sommaire de cette évolution de l'enseignement et de l'apprentissage à l'île Maurice. J'aborderai donc dans une première partie l'enseignement du français dans le premier et dans le deuxième cycle secondaire, en essayant d'aborder de parler de cette place particulière du volet oral en classe, car c'est la composante qui, à mon sens, semble avoir le plus évolué au fil de ces 50 dernières années. Et j'évoquerai aussi très brièvement quelques manuels pédagogiques qui sont utilisés à l'école. Alors, il m'a semblé important aussi de préciser dès le début que cette approche qualitative menée auprès des témoins par le biais d'entretiens formels et informels, puisque ce sont aussi d'anciens collègues, donc des enseignants qui ont été d'anciens collègues, ainsi que des morceaux de vie, nous raconter un petit peu leur vie en tant qu'anciens apprenants de français, nous projettent ici donc d'emblée dans l'évocation d'un contexte vrai, relatif au vécu d'un participant donné sous la forme d'un court récit ou d'une séquence. Ces narrations constituent un usage pragmatique propre à une interaction à des fins de récolte observable. J'ai donc décidé d'utiliser l'approche des récits de vie d'expérience dans le but de donner plus de liberté à mes témoins, plutôt que de simples questionnaires ou des entretiens semi-directifs. Cet axe, par ailleurs, donne de l'importance à l'histoire dite savante et classique, tout en incluant des histoires personnelles que certains enseignants mauriciens ont avec les langues et qui en disent long donc, sur leur représentation et leur rapport au français. Je suis d'ailleurs, je me suis beaucoup inspirée des récits de vie de Berthaud, qui témoignent que que ces récits de vie, sont des facteurs clés pour l'identification et la compréhension de telles représentations sociales des langues. Donc, pour commencer très rapidement, un bref panorama de la situation socio-linguistique mauricienne. L'île Maurice est située dans l'océan Indien, pour ceux qui ne la situent pas à côté de Madagascar, à l'est de Madagascar. Elle a été successivement colonisée par les Hollandais, donc de 1598 à 1710, jusqu'à ce que les Français donc, arrivent en 1710-1715 jusqu'en 1810. Donc un siècle de colonisation française. Et ensuite sont arrivés les Britanniques donc, de 1810 à 1968, donc date de l'indépendance de l'île Maurice. Le français et l'anglais demeurent donc, suite à ces deux colonisations, demeurent donc les deux langues européennes qui sont largement utilisées à Maurice, avec le créole mauricien, puisque là aussi, je précise, il y a des créoles, on ne parle pas du créole, il y a des créoles, avec créole réunionnais, etc., martiniquais, et à Maurice, donc, c'est le créole mauricien, qui est désormais reconnu comme la langue nationale et la langue véhiculaire de la population. Alors, il est aussi intéressant de
de noter que la Constitution de l'île Maurice ne désigne pas de langue officielle. Nous n'avons pas de langue officielle à l'île Maurice, mais l'anglais est considéré comme la langue officielle. L'anglais a acquis ce statut de manière coutumière, puisque les textes juridiques sont rédigés dans cette langue. C'est la langue de scolarisation, la langue utilisée dans les tribunaux, dans les entreprises, etc. Les études qui ont été faites sur les langues à Maurice apportent donc une importance à la compréhension de la situation socio-linguistique mauricienne et ont beaucoup inspiré ma propre recherche. En revanche, dans le cadre de cette communication, il est impossible de faire un état de l'art détaillé, donc je vais commencer donc avec la situation de l'évolution de l'apprentissage à l'école primaire. Donc, les témoins qui ont été interrogés sont majoritaires à évoquer cet apprentissage perroquet. Ils ont été presque unanimes à le dire, l'apprentissage perroquet, lorsqu'il fallait fixer, je cite quelques témoins, donc il fallait fixer de nouveaux mots, de nouvelles notions. La notion de l'apprentissage par cœur, c'est un phénomène qui est largement présent dans le système de l'apprentissage des langues à Maurice et il perdure toujours. Chania, donc là j'ai changé les noms des témoins pour qu'ils ne soient pas reconnus. Chania, ancienne étudiante, aujourd'hui âgée d'une 60aine d'années, partage désormais sa vie entre la France et l'île Maurice depuis plus de 40 ans maintenant. Elle nous parle aussi de ces, donc je cite, de vieilles chansonnettes françaises qui servent à fixer des expressions ou à mémoriser des phrases. Beaucoup évoquent l'apprentissage de l'alphabet dès la maternelle, ce qui représente pour une grande majorité des témoins le socle de la langue. Beaucoup évoquent ce terme socle de la langue, la base, il faut avoir la base, qui est appris généralement en chantant. Pour 10 enseignants sur 12, il est essentiel d'avoir cette bonne base. C'est un mot qui revient souvent, la base, il faut avoir la base. De l'alphabet, la bonne base de l'alphabet en maternelle ou en début de primaire. Les témoins de plus de 40 ans font l'éloge de la méthode traditionnelle. Pour eux, la répétition à haute voix, le par cœur, fixe les idées. Jacques, un témoin de 45 ans, nous évoque même le cœur, c'est H-O-E-U-R, ici, le cœur de la classe. Quand il arrivait donc à son enseignant du primaire de s'absenter pendant un petit moment, l'enseignant demandait à toute la classe de lire à haute voix, de manière collective, des expressions idiomatiques pour retenir leur signification. 5 témoins interrogés, tous dans la cinquantaine, mentionnent aussi le fait de tenir un cahier où ils devaient noter les nouveaux mots de vocabulaire et où ils étaient aussi tenus à les recopier, au moins 10 fois, afin de s'en imprégner. Cela faisait suite aux dictées qui étaient pratiquées en primaire, où chaque faute, c'est quand didactique, on va plutôt parler d'erreur, devait être recopiée plusieurs fois avec la bonne orthographe. Donc on voit qu'ils sont tous unanimes dans l'accent porté sur la maîtrise de l'orthographe, des accords grammaticaux, de la conjugaison, qui requiert toujours cet apprentissage par cœur, même jusqu'à aujourd'hui. Donc je le précise, avec les enseignants que j'ai interrogés me disent qu'ils distribuent toujours des listes de vocabulaire, d'expressions, etc. On parle aussi des exercices structuraux qui sont nombreux, et toujours le cas. Pourtant, la grande majorité des témoins interrogés sont d'accord, cela peut être monotone, mais cela a le mérite de permettre de bien assimiler les règles grammaticales, syntaxiques, etc. Les témoins interrogés sont majoritaires à déclarer que le déclin dans la maîtrise du français tiendrait des modifications dans les nouvelles approches qui accentuent l'usage des nouvelles technologies. Alors, on a aussi évoqué, ils ont aussi évoqué la récitation de poèmes devant la classe, qui constituait par ailleurs un autre apprentissage européen, encore une fois, depuis les années 70 jusqu'à présent, et qui se relevait être récompensé par l'enseignant l'enseignant distribuait des friandises aux plus méritants, donc voilà, ça les encourageait à prendre par cœur. Alors, à l'école primaire, toujours un des témoins interrogés se situant dans la tranche d'âge des plus de 60 ans évoque se concentrer de grammaire. Je cite, ce sont ces termes. Elle déplore de ce fait que les exercices de grammaire, moins rigoureux d'aujourd'hui. Parce que, à son sens, il y a beaucoup moins d'exercices de grammaire maintenant. Ce qui pourrait, d'après elle, donc expliquer
expliquer ce déclin au niveau de la langue et qui se reflète, toujours à son avis, dans la nouvelle génération d'enseignants qui sont formés actuellement. Quoique monotone et répétitif, elle souligne que ces exercices ont eu pour effet d'asseoir la base grammaticale, syntaxique, orthographique, comme je vous l'ai dit, qui, à son sens, fait défaut au sein de la nouvelle génération d'enseignants. Elle évoque le fait que lorsqu'elle était à l'école, l'enseignant écrivait des textes ou des exercices entiers au tableau. Les élèves avaient pour obligation de tout recopier dans leur cahier et de compléter les exercices si besoin. Si à la fois avoir travaillé les exercices comme une automate, je cite encore ce sont ces mots, elle reconnaît que cela instillé certaines notions grammaticales à vie. Écrire, recopier étaient pour elle des activités essentielles en classe de langue. Je précise que ce n'est plus le cas maintenant. Cependant, elle a remarqué que cette pratique de répondre machinalement aux questions, aux exercices, avait pour effet de déstabiliser les élèves dès lors que subtil changement s'y opère. Et ensuite, ils n'arrivent plus, voilà, ils étaient tellement obligés de leur acclimater à répondre de manière automate aux exercices structuraux. Voilà, ensuite un changement, et voilà, c'est plus possible. Elle a dit qu'aujourd'hui, avec la présence des écrans, du numérique, etc., il n'est plus aussi important de savoir écrire ou de comprendre ses erreurs. À ce sens, c'est comme ça qu'elle le perçoit de la part de ses élèves. En fin de cycle primaire, les élèves se retrouvaient régulièrement à devoir rédiger une composition française basée sur 4 progressions de dessin ou suite à une sortie scolaire qui c'était souvent une visite d'un lieu historique ou culturel qui se termine souvent par un pique-nique à la plage, qu'ils doivent ensuite être en mesure de restituer à l'écrit, donc raconter sa journée de pique-nique à la plage. C'était vraiment la composition française classique. Il est ici intéressant de noter que les enseignants distribuent donc toujours, comme je l'ai dit, donc ces listes de vocabulaire et d'expressions thématiques pour réutilisation par leurs élèves, ce qui résulte toujours une certaine harmonie d'expression et de style qui finalement est aisément attribuable à tel ou tel enseignant. Lorsqu'on lit des copies, on se dit « Ah, ça c'est X qui est ton enseignant », parce qu'on retrouve les mêmes expressions. Les meilleures rédactions étaient ensuite lues à haute voix en classe par l'élève lui-même. Cela permettait de le valoriser, de le ou la valoriser, puisque sa copie est dirigée en exemple. Et cette activité permettait aux autres élèves de percevoir les attentes d'une bonne rédaction. La lecture à haute voix constitue aussi une forme de modalité orale, souvent corrigée par l'enseignant sur la phonétique, l'intonation, etc. Les activités de classe se basaient sur le programme scolaire qui ne prévoyait, comme vous l'avez vu, aucune part à l'oral. Aujourd'hui, d'après les enseignants toujours en poste, la place accordée à l'oral semble être davantage considérée, même si la priorité reste le programme à finir, puisqu'il faut savoir que le système éducatif mauricien est très compétitif. Il y a des bourses à la clé du secondaire, à la fin du secondaire, et que par contrainte de temps, donc, l'enseignant privilégie le programme scolaire au détriment de l'oral. Alors, dans le secondaire, donc je vais aborder la partie secondaire de l'enseignement du français. Martine, donc, qui est une enseignante qui a une dizaine d'années d'expérience, elle a d'abord été enseignante suppléante dans plusieurs établissements de l'île, donc elle a été amenée à travailler dans des établissements urbains et ruraux, et elle est titularisée depuis 3 ans dans un établissement secondaire urbain. Elle a tenu à nous faire part d'une certaine surprise exprimée par ses élèves, et on voit qu'il y a une certaine évolution puisque les élèves ont un certain regard critique. Ce sont des élèves âgés d'une douzaine d'années qui ont déclaré ne pas se reconnaître ou s'identifier à travers les personnages des manuels pédagogiques, puisqu'il faut savoir que certains manuels pédagogiques sont issus, sont des manuels pédagogiques français qui viennent de France, qui sont utilisés dans le système français, et certains manuels pédagogiques qui sont élaborés à l'île Maurice par des pédagogues mauriciens. Et ces pédagogues mauriciens, d'après ce qu'elle dit, dans ces manuels mauriciens, donc entre guillemets, manuel français élaboré à Maurice,
qui évoquent des photos de blancs, entre guillemets, donc citation encore une fois, des photos de blancs, qui pour eux ne représentaient pas les Mauriciens dans leur ensemble, même s'il y a une petite population de descendants d'Européens à Maurice, mais ils sont très minoritaires. Donc ces élèves disent qu'ils soulignent le fait qu'il n'y a pas de mot de français mauricien non plus dans les manuels, et que le manuel fait souvent référence à un français de France normé. Ils disent, voilà, on ne parle pas comme ça à Maurice. Donc j'ai trouvé ça intéressant que ces élèves perçoivent cela à leur âge, chose qui n'a pas été dit il y a 40 ou 50 ans. Samia, une enseignante du secondaire avec une quinzaine d'années d'expérience, évoque quant à elle, donc, là je cite, la toile de fond de la France dans les manuels mauriciens. Elle parle de vignobles, de cimes enneigées, de châtaigniers, de chênes, de couleurs d'automne, de cyclamènes, qui sont loin des réalités de l'élève mauricien. Si elle avoue que cela peut faire voyager certains élèves, d'autres n'hésitent pas à faire savoir voilà, qu'ils ne se retrouvent pas du tout dans ce paysage lointain, qui n'ont jamais eu la chance de voyager, qui ne verront peut-être jamais tout cela, et que voilà, c'est très loin de leur réalité. Par ailleurs, l'utilisation du manuel de traduction, Whitmarsh, qui est une référence dans l'apprentissage du français pour les anglo-saxons, très utilisée dans les années 70 en Angleterre, et toujours utilisée dans plusieurs établissements secondaires mauriciens. Cette méthode privilégie la méthodologie traditionnelle, également appelée méthodologie classique, donc grammaire-traduction. Et à mon sens, ce choix peut s'expliquer par le fait que les examens de français de fin de cycle secondaire correspondent aux examens du GCSE, donc GCSE A-Level, Advanced Level, qui correspond donc à l'équivalent du bac, du baccalauréat en France. Donc l'Advanced Level qui est toujours, enfin donc voilà, ce sont les examens qui sont pratiqués en Grande-Bretagne et qui ont aussi lieu voilà, à Maurice, puisque ça découle de la colonisation anglaise. On a gardé donc ce système d'examen anglais. Et donc, enfin, je trouvais aussi intéressant voilà, que ce manuel qui date des années 70 soit toujours utilisé et qui intègre donc cette forte composante de grammaire-traduction. Alors, dans le secondaire, la langue anglaise prime sur le français. Ensuite, d'être considérée comme la langue officielle du pays, elle est d'autant plus importante dans la mesure où un seul minimal de réussite désigné comme pass est requis en langue anglaise ou en general paper, c'est l'équivalent de la matière, donc l'anglais, désigné comme general paper, au niveau du High School Certificate, donc High School Certificate qui correspond au diplôme de fin d'études, donc l'équivalent du baccalauréat français. Donc le niveau requis, c'est un niveau B2. Je dirais oui, donc je dirais que c'est un niveau B2 équivalent en langue anglaise, qui est requis donc en vue d'un éventuel recrutement au sein de la fonction publique mauricienne. C'est vraiment déterminant, il faut avoir ce niveau d'anglais pour être fonctionnaire au sein de la fonction publique. En ce qui concerne le français, aucune précision n'y est apportée, aucun nouveau seuil n'est requis. Ceci pourrait expliquer ce manque d'intérêt dans l'apprentissage du français par rapport à l'anglais. Néanmoins, il est utile de préciser que l'île Maurice est le seul pays au monde où la pratique du français est en nette progression. Donc la pratique orale, elle est toujours en nette progression. Ainsi, cette hypothèse d'un désintérêt pour le français au secondaire au profit de la langue anglaise peut se confirmer par un autre témoignage, celui d'une des enseignantes du secondaire, âgée de 36 ans. Elle nous raconte que lors de courts ateliers de lecture qu'elle organise à raison d'1 quart d'heure par semaine, chaque nuit, donc l'enseignante, elle a constaté que les élèves lisaient davantage en langue anglaise, à tel point qu'ils arrivaient même en classe de français avec des livres d'anglais dans cet atelier de lecture. Et donc, elle nous a précisé que les listes de vocabulaire, d'expressions idiomatiques sont aussi distribuées. Elle nous a confirmé cela, que ses collègues faisaient toujours cette liste de vocabulaire, probablement donc pour faciliter la traduction, qui est essentiellement la version dans les productions d'écrits. Cette même enseignante, elle nous mentionne le fait que dans la grande majorité des établissements d'État, les publications scolaires, donc les discours, etc., se font en langue anglaise,
alors que dans les collèges dits confessionnels catholiques, les publications de revues scolaires annuelles, les rassemblements, la langue de communication, elle se fait surtout en langue française. Je trouve ça aussi intéressant de le souligner. Elle nous fait part également de la volonté de la direction de son établissement, puisqu'elle est dans un établissement d'État, de privilégier soit l'anglais ou le français à l'oral dans les interactions entre enseignants et élèves, dans la mesure où ces moments constituent les rares fois où les élèves auront l'occasion de s'exprimer en anglais ou en français. Elle nous dit aussi que la direction ne veut pas être perçue comme étant anti-créole, donc contre la langue créole, mais souhaite que les élèves puissent profiter du cadre scolaire pour mettre à profit leurs compétences en anglais et en français, puisque souvent lorsqu'ils retournent dans le foyer, voilà, au sein de la famille, ce sera le créole, et pas le français, pas l'anglais. L'utilisation du français à l'oral se fait assez rarement, en dehors de certaines pratiques langagières, comme on l'a vu, dépendant des milieux sociaux, hein, ça je tiens à le préciser, ça dépend vraiment des milieux sociaux. Mis à part certains ateliers de lecture, le français peut être utilisé lors de scénettes, de spectacles, à l'occasion de la remise de prix annuels, où seront conviés donc les parents des primés. Charlotte, une des enseignantes interrogées, c'est une trentenaire, elle nous a évoqué l'angoisse, donc le stress, elle nous a parlé du stress de ses étudiants, à l'idée de passer l'épreuve orale du DELF B2, qui est maintenant facultative, c'est une épreuve facultative maintenant en fin de cycle secondaire. Et cela se ressent aussi puisque j'étais enseignante formatrice à l'Institut français de Maurice. J'ai été amenée à intervenir en entreprise face à des Mauriciens qui me disaient, alors qu'ils avaient, voilà, je pense qu'ils sont francophones, ils me disaient, ben voilà, moi je suis stressée lorsque je dois prendre la parole, lorsque j'ai un entretien en français, etc. Je suis très stressée, j'ai besoin de me perfectionner en français. Donc je pense que cela pourrait expliquer en français toute cette angoisse à la prise de parole en français. Alors pour terminer, donc, nous pouvons dire que le regard porté sur le volet oral en langue française a grandement évolué. Dans les années 80 ou 90, alors que l'accent était mis au primaire comme au secondaire sur les épreuves écrites de compréhension orale et du respect des règles orthographiques, syntaxiques, etc. Aujourd'hui, on constate que cette introduction de l'épreuve du DELF B2, qui est certes facultative, comme je l'ai dit, fait néanmoins prendre conscience du manque d'aisance de beaucoup d'élèves à l'oral, et ils s'en rendent compte surtout à l'âge adulte, lorsqu'ils arrivent sur le marché, dans le monde professionnel, où ils sont amenés à rédiger la langue française face à des collègues expatriés français, etc. Et se rendent compte donc, voilà, qu'ils ne sont pas aussi francophones, c'est leur perception, qu'ils ne le pensent. Donc dans cette communication, il était notamment question de l'évolution de l'enseignement apprentissage de la langue française et de constater, mais aussi de tenter de comprendre les nombreuses répercussions que leurs histoires et leurs représentations peuvent avoir sur leur manière d'enseigner ou d'apprendre la langue française. À travers donc, cette approche des récits de vie, le chercheur et les témoins peuvent rendre compte, donc comprendre les histoires, les attitudes, les représentations qui sont relatives à l'apprentissage des langues et ainsi tenter de mieux comprendre l'évolution de l'enseignement-apprentissage du français. Alors je tiens à souligner que cette communication n'a pas pour objectif d'éclairer toutes les évolutions dans l'enseignement-apprentissage du français, c'est loin d'être exhaustif, mais que c'est une enquête, une mini-enquête qualitative et significative, sans tout à fait forcément être représentatif de manière générale de l'enseignement apprentissage du français. Elle n'apporte pas non plus des réponses précises, car il s'agit de récits de vie historicisés. Il s'agit donc d'une enquête qualitative et mes interprétations, elles sont issues des analyses de ces récits. Mes interprétations issues des analyses de ces récits sont en grande partie liées aussi à ma propre histoire et à mon expérience des langues qui ont façonné la manière dont je comprends et j'étudie ces phénomènes. Voilà. Bien, s'il y a des questions après l'exposé.
Pardon, oui. Oui, tu as montré comment l'enseignement du français se tissait dans un rapport de concurrence entre les langues, et en particulier entre l'anglais et le français. L'anglais qui est une langue quasi officielle sans lettres, et le français qui est une langue parlée, courante. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant quand tu as montré que cette concurrence des langues résultait d'une histoire de colonisation, des trois colonisations, dont une n'a laissé aucune trace finalement, puisque personne ne parle le néerlandais. Et puis il y a le créole aussi. Mais cette concurrence, finalement, ce qui apparaît, c'est qu'elle se tisse sur aussi un phénomène de tension, qui sont aussi des tensions entre les communautés. Le créole est revendiqué par certaines communautés et parlé éventuellement par tous, mais pas écrit par tous. Le créole pose le problème du rapport à l'écrit aussi, parce qu'il faut le codifier. En plus, il s'agit du créole mauricien, comme tu l'as rappelé. Donc ça nécessite des usuels, des usuels qui sont encore en cours de rédaction. Alors, la question c'est, est-ce que le français est enseigné partout de la même manière? Est-ce que dans les différentes communautés, le niveau de français est le même? Moi, j'ai discuté avec des gens qui ne parlaient pas du tout français, qui étaient anglophones purs, d'autres qui parlaient finalement un anglais très artificiel. Voilà. Alors, est-ce que dans tous les établissements, il y a une homogénéité de l'enseignement? Merci Bernard. C'est une question très intéressante puisque en étant mauricienne, voilà, d'origine mauricienne, je dirais qu'on ne peut pas vraiment parler d'homogénéité du français, de l'anglais. Ça dépend vraiment, voilà, du milieu social, du milieu géographique aussi, en milieu urbain, ce que j'ai remarqué, donc voilà, on parlera beaucoup plus français, alors que dans les milieux ruraux, c'est beaucoup plus, voilà, le créole mauricien, aussi beaucoup du bojpuri, parce que je n'ai pas forcément eu le temps de tout évoquer. Donc le bojpuri qui est une langue indienne, très parlée à Maurice, donc que je placerai après l'anglais, le français et le créole. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a cette homogénéité de langue. Et pour répondre aussi à ta question, donc en fonction des établissements scolaires, l'enseignant, parce que les enseignants que j'ai interrogés, ils me disent qu'ils s'adaptent au public, enfin donc aux apprenants qui sont en phase 2, en sachant que c'est difficile. Voilà. Certains apprenants, voilà, sont issus des milieux ruraux, ils parleront français qu'avec leur professeur de français. Après, lorsqu'ils rentrent à la maison, c'est du créole ou du bojpuri, ou ce sera du français, mais voilà, ce sera du français de manière passive, films, journaux, etc. Mais dans certains cas aussi, il peut aussi avoir des apprenants qui sont aussi très francophones, qui ont été, voilà, c'est leur langue maternelle, on leur a parlé en français, puisqu'il faut savoir que le français, parler français est associé à un certain statut social. Et tout le monde veut montrer qu'ils savent parler français. Il faut montrer qu'on sait parler français. Quelquefois, on aura même du mal à se dire, est-ce que c'est du français? Est-ce que c'est du français créolisé? Est-ce que c'est du créole francisé? La limite, elle peut être à la frontière, elle peut être assez poreuse parfois. Donc, oui, c'est une situation compliquée. Il y a aussi la question de la conscience de la langue. Hein, ce que tu disais, les situations intermédiaires entre le créole et le français. Moi, il m'est arrivé qu'on me parle sans que je comprenne bien, j'avais donc le sentiment que c'était du créole, mais mon interlocuteur m'a affirmé que c'était du français. Et ce sont des situations très intermédiaires. C'est vrai que ces rencontres de communautés font que les barrières entre les langues s'estompent complètement. Et c'est aussi la marque d'une prégnance de l'oral sur l'écrit, parce que c'est l'écrit qui fixe les langues et qui fixe aussi les frontières, alors que dans l'oral, les mélanges se font de plus en plus. Et puis le sentiment qu'on a aussi, c'est que la situation est en évolution. Il y a les langues qui disparaissent. Tu parlais de cette langue, des langues indiennes, mais en fait, les anciennes générations parlaient hindi et urdu. Et le chinois disparaît aussi.
alors que l'arabe apparaît avec le développement de l'islam aussi. Donc on a l'impression que les choses sont très mobiles. Et est-ce que le système d'enseignement est arrêté ou est-ce que lui aussi il évolue avec ce passage des générations? J'aurais tendance à dire qu'on aimerait que l'État mauricien soit conscient de cela. Je ne suis pas toujours sûre. Il ne faudrait pas que je sois dit ça comme ça, mais bon, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Après, c'est difficile, puisque voilà, des langues sont associées à des communautés et c'est parfois compliqué à mettre en place. Ce n'est pas du tout simple. Ça me fait penser à. J'ai une enseignante qui était aussi une collègue amie qui m'avait fait part d'un témoignage. Enfin, voilà, comme je disais, ce sont des entretiens informels. C'était assez marquant ce qu'elle m'avait dit. Elle est d'origine pré-métissée, pré-mal de peau. Et elle me disait que lorsqu'elle a été scolarisée dans un établissement confessionnel catholique, etc., et elle me disait qu'elle n'avait pas du tout le droit de parler créole, puisqu'elle se faisait battre par sa mère si elle parlait créole à la maison. Il fallait parler français. Et ça marque, puisqu'elle me dit maintenant qu'elle est mère, elle fait la même chose. Et avec son fils, donc il ne faut pas que son fils parle créole avec ses amis à l'école. Si elle entend parler en créole, en réalité, ce que vous dites, ça illustre une chose, c'est-à-dire que chaque situation est spécifique et en même temps, c'est incroyable les constantes qu'il peut y avoir. Je veux dire, parce que ce que vous dites, par exemple, sur on ne peut pas parler une langue dans tel contexte, etc. Voilà, la France est extrêmement familière avec cela au XIXe siècle. Bon, les langues régionales, les instituteurs de la Troisième République tapaient sur les doigts des élèves quand ils parlaient breton ou occitan, enfin, tout ça, je veux dire. Je dis ça, c'est parce que en didactique des langues, je suis toujours frappé, moi, par ce mouvement, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut étudier le caractère particulier de beaucoup de situations, et en même temps, il y a des constantes, enfin, des transversalités. Par exemple, il y en a une que vous avez évoquée. Quand le français est considéré comme une langue valorisée, il y a de l'insécurité linguistique. Puisque les élèves dont vous avez parlé n'osent pas prendre la parole, etc. Je crois que c'est directement en relation avec les représentations du français dans la société mauricienne. Ça me semble important. Et à propos de ça, je voulais aussi vous dire quelque chose, c'est que les représentations culturelles, vous dites par exemple, et ça aussi c'est une constante, dans les manuels, les élèves mauriciens se disent mais ce ne sont pas nos réalités, ce sont les réalités françaises. Oui, alors que doit-on faire dans un manuel pour le français langue étrangère? Quel est le choix? Est-ce que le choix c'est montrer les réalités locales? Mais alors, si on montre les réalités locales avec le français, on perd l'authenticité. J'ai discuté avec des enseignants du Maghreb ou du Moyen-Orient par rapport à leur manuel. C'est fabuleux. Je veux dire, c'est Nassim et Mohamed qui discutent dans le souk en se dirigeant vers la mosquée en français. Je croyais que ce que nous voulions, nous, dans la nouvelle didactique des langues, nous recherchions l'authenticité. Or, on voit bien que ça, c'est rigoureusement inauthentique. À l'inverse, effectivement, voilà, il y a des réalités françaises à l'intérieur de... Bon, mais ces réalités peuvent paraître éloignées. Moi, mon idée, c'est que dans l'enseignement des langues étrangères, on ne peut pas séparer les langues et les cultures. Et que s'il y a des clochers d'église, mon Dieu, c'est pas grave. Je veux dire, il faut faire avec, parce que ça fait partie de la réalité française. Mais c'est un vrai débat, je veux dire, entre les spécialistes, et qui n'est absolument pas réglé, et en particulier qui est un casse-tête pour les auteurs de manuels, de ce qu'on appelle des méthodes de flux, etc. C'est
un problème très très difficile. Mais il a été question de ça dans votre soutenance de thèse ou pas? On va pas parler des questions de manuel. Ok. Et parce qu'au début de votre exposé aussi, vous avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux sur la situation mauricienne. Mais votre directeur de thèse, il est bien placé. Ah si, il a beaucoup travaillé. Ah, voilà. Le directeur de thèse a beaucoup travaillé. Ah oui, bien sûr, c'est un grand spécialiste. Oui, c'est un grand spécialiste. Bon, merci en tout cas, c'est un exposé qui m'a fait réfléchir. Hein. Merci. Alors, je proposerais que nous prenions un petit quart d'heure de pause seulement. Mais auparavant, je voudrais saluer la présence parmi nous de Michel Carmona. Nous connaissons tous les travaux d'historienne de Michel Carmona, mais il est membre du conseil de surveillance de la Fondation Robert de Sorbonne et il est un fidèle depuis très longtemps et sa présence nous a toujours beaucoup apporté. Nous sommes très heureux qu'il soit là pour le centenaire de notre institution, centenaire retardé de 2 ans. Merci beaucoup Michel d'être avec nous. Vous êtes très gentil, je suis un migrant moi aussi. non, mais très réellement, puisque je ne suis pas né en France, je ne suis pas né français, et je suis né en fait italien en Égypte. Et j'ai eu l'Égypte jeune, je suis retourné à diverses reprises par la suite, mais temporairement pour des visites ou pour des travaux d'urbanisme. Mais en fait, j'ai eu 4 langues maternelles, l'italien, l'arabe, le français et l'anglais. La langue dominante, c'était le français. Dans toutes les communautés étrangères, c'était le français qui dominait, y compris chez les Anglais, les Espagnols, les Grecs, etc. Et mes parents italiens ont passé le baccalauréat dans un lycée français au Caire. Et là, je reviens sur les manuels. C'était les manuels en usage en France. C'était des récits de ce qui se passait en France. Alors, les gens un peu aisés, un peu riches, allaient passer des vacances alors à Golfe-Juan ou à Paris, ou alors en Italie, revenaient, mais les manuels, c'était les manuels des pays d'origine. Voilà. Et bon, je m'arrête là sur l'histoire. Les circonstances ont fait que nous sommes ensuite devenus français du fait de la guerre. Mon père s'est engagé dans la Légion étrangère. Et voilà. Mais les souvenirs de langue, de culture étrangère, etc., sont toujours présents pour ce qui me concerne. Et j'allais dire, sont toujours présents dans la mémoire de ma mère qui est centenaire et qui finalement est très attachée à toute sa partie multiculturelle, car elle évidemment parle un français absolument parfait. Elle est extrêmement cultivée, elle est très féministe depuis toujours. Mais de temps en temps, elle a une infirmière, elle a décidé d'apprendre l'anglais à l'infirmière. Et puis, elle va de temps en temps aux ateliers d'animation de la maison de retraite qui est là. Alors là, elle récite des poèmes en italien, c'est tout à fait extraordinaire. Enfin voilà, pardon en tout cas, mais ceci pour vous dire que moi je crois à la force de l'enseignement tel qu'il se pratique dans le pays. En fait, de référence d'origine. Si nous parlons de la France, c'est effectivement ne pas chercher à adapter, c'est très bien ainsi, mais remettre son bon ensemble vers la mosquée en traversant le souk. J'allais dire, ça c'est l'apprentissage de l'arabe, si vous voulez. Mais pour ce qui est de l'apprentissage du français, je crois effectivement qu'il faut qu'il y ait des clochers, il faut qu'il y ait le village, il faut qu'il y ait la campagne, et vraiment la référence au pays, parce que mon véhicule du futur, nous le savons tous. Et je crois que c'est très important. Enfin voilà, c'est une réflexion personnelle. Mais merci Bernard, il n'y avait aucune raison de saluer ma présence. Et j'en ai profité. On se rend compte aussi que ça aura été très utile, un témoignage supplémentaire sur notre réflexion sur les langues.
Merci.